Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle dans le cadre des rencontres causées de l'OVS, un observatoire sur le vieillissement, observatoire vieillissement et société. En ce jeudi 18 février 2021, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éloge de l'oisiveté. Donc, j'aimerais remercier Iman qui s'occupe du téléchargement du vidéo sur le site de l'Observatoire. Donc, l'Observatoire Vieillissement et Société, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 18 ans, je crois. Et il y a plusieurs bénévoles qui participent à cet organisme, dont Iman. On a Denise, Ginette, Alida et bien sûr Gloria et d'autres comme Eduardo ainsi que d'autres, André Ledoux aussi. Donc voilà les amis, nous sommes là 2 fois par mois, c'est-à-dire 2 jeudis par mois à 13 heures, heure de Montréal, avec Mathieu Martel à l'animation philosophique. Depuis maintenant, j'entame ma 5e année dans les rencontres philosophiques qui d'habitude avaient lieu à l'Institut de gériatrie de Montréal, mais maintenant, depuis le mois de juin 2020, nous sommes en ligne via Facebook Live, soit via la page de l'OVS, l'Observatoire Vieillissement et Société, si ça vous tente de vous abonner et d'être informé des activités diverses, ou sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Donc, facile à trouver. On a les événements qui sont annoncés à l'avance. Vous pouvez aller voir dans la section événements et les vidéos des anciennes rencontres qui sont répertoriées dans la section vidéo. Donc, salutations à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, les habitués, comme toujours. Alors, on a fait plusieurs rencontres mensuelles et aujourd'hui, on parle, bien sûr, je vous poserai quelques questions. On parlera de l'oisivité vue d'une manière créative. Donc voilà. J'espère que vous sentez que le printemps s'en vient. Donc d'ici un mois, le 20 mars prochain, nous entamerons bien sûr le printemps 2021. Et ça se sent dans l'air. Je suis allé faire une petite promenade, aller bouquiner. Je suis allé bouquiner ce matin. Et voilà, j'ai senti cette énergie qui est en train de nous travailler de l'intérieur. Donc voilà, les amis, je vais vous poser quelques questions. Aujourd'hui, on parle d'oisiveté. C'est un concept qui, à la fois, c'est un comportement, l'oisiveté, mais qu'est-ce que ça implique comme manière d'être, comme comportement? C'est à la fois une manière d'être qui est condamnée et à la fois qui est encouragée par les créateurs et les penseurs. Donc, on va découvrir ça dans quelques instants. N'hésitez pas, je vais vous poser des questions, bien sûr. Je vais vous demander de quelle manière êtes-vous capable de vivre l'oisiveté? Quels sont vos moyens de vous détendre, de vous cultiver? Parce que l'oisiveté, ça a un rapport, bien sûr, avec deux concepts qui viennent de l'Antiquité grecque et latine, c'est-à-dire le concept de scolé et d'osium, bien sûr, qui s'oppose au concept de négocium. Donc, je vais vous parler de ces éléments-là. J'aimerais par ailleurs remercier, rappeler la mission, bien sûr, de l'OVS, donc un organisme, un observatoire qui s'intéresse au vieillissement et bien sûr qui va aussi se concentrer sur la notion d'âgisme, donc de bien la définir. Donc, allez voir ma conférence sur l'âgisme qui a eu lieu je crois, cet automne. Allez voir, propos, réflexion sur l'agisme, où je définis l'agisme. Donc, l'Observatoire réfléchit sur l'agisme, dénonce des comportements qui ont attrait à l'agisme ou à l'auto-agisme, et aussi fait la promotion de la socialisation chez les aînés. Donc, propose bien sûr des échanges, des conférences et aussi des échanges philosophiques pour qu'on puisse socialiser, réfléchir et se stimuler intellectuellement. Par ailleurs, aussi, une des missions de l'OVS, c'est bien sûr faire en sorte que les aînés sortent de l'isolement. Donc, c'est là pour aussi contrer l'isolement. On a un petit journal mensuel qui est publié durant la pandémie 2 fois par mois, une fois aux 2 mois et non pas à chaque mois comme avant. Il y a plusieurs articles qui sont écrits par des bénévoles
de l'OVS. Donc, salutations à tous et à toutes. Salutations à Jazé, Marie, Niki, Vanda, Suzette, Véronique, Mélanie, Isabelle, Nicole, Mélanie et compagnie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'oisivité. Vous savez qu'il y a quelques textes à lire concernant l'oisivité, mais ce sont des conceptions différentes de l'oisivité. Je vais en parler tantôt. Donc, on parlera d'un grand scientifique du début du 20e siècle qui s'est intéressé à la notion d'oisivité, qui nous encourageait par ailleurs d'avoir du temps pour soi et de moins travailler. Et on avait aussi le pamphlet d'un néo-marxiste, d'un marxiste du 19e, M. Paul Fargue, qui critiquait aussi, bien sûr, les notions de travail et évoquait le droit à la paresse. OK? Donc aujourd'hui, nous traitons d'oisivité. Je vais vous demander tantôt de quelle manière vivez-vous votre oisivité. Alors, on peut aussi avoir des synonymes autour d'oisivité et on va aller d'abord dans la tradition philosophique. On va aller voir aussi une notion latine et il y a aussi la notion de farniente qui est souvent évoquée pour parler d'oisivité. Donc aujourd'hui, il s'agit, on va se demander de quelle manière l'oisivité, ça réfère à quoi? Ça réfère à l'inaction. Donc, à la fois, être inactif peut être encouragé pour certains individus, qu'on pense aux philosophes, aux aristocrates, etc., philosophes de la Grèce antique, qui ont du temps pour eux-mêmes. Donc, être oisif, c'est être inactif au niveau d'être accablé par des labeurs, par des travaux, qui font en sorte que nous ne sommes pas libres au niveau de l'esprit. Donc, l'oisivité réfère d'abord à une forme d'inactivité qui peut être condamnée. Je vais parler du camp qui condamnerait l'oisivité tantôt, mais je vais commencer par parler des gens, des philosophes grecs qui faisaient l'éloge de la scolée. Bien sûr, le mot scolée qui veut dire à la fois, qui réfère au loisir, au temps libre dont disposent les personnes qui ne travaillent pas. C'est sûr que dans la Grèce antique, ceux qui ne travaillaient pas faisaient bien sûr travailler les autres ou étaient soutenus par des gens qui avaient de l'argent. Pensons à Socrate, qui était soutenu par ses amis. Il était assez pauvre, malgré qu'il avait des enfants à sa charge. À 70 ans, il avait quand même 2 jeunes enfants à sa charge. Sa femme était souvent un peu exaspérée de le voir aller toujours parler, philosopher sur la place publique, à l'agora, et bien sûr, passer ses journées à discuter, etc. Malgré tout, Socrate a quand même servi à 3 ou 4 campagnes militaires. Il était un honnête citoyen qui faisait partie, dans l'armée, bien sûr, il était hoplite, donc il devait payer son armement et il était, disons, presque sur le front, au front. Socrate pratiquait une forme d'oisivité, de scolée, c'est-à-dire, pour les Grecs, ça a donné naissance au terme école. Donc, pour se cultiver, il fallait disposer de temps pour soi, de ne pas être pris par des considérations, des nécessités en lien avec la survie ou le fait de s'occuper de nos besoins naturels. OK? Donc, en Grèce, les gens qui ont du temps, ce sont bien sûr des aristocrates, des hommes dits libres. On se rappellera que chez les Grecs à l'époque, même si c'est le lieu de la naissance de la démocratie, on a des
des traces avec certaines propositions de Solon d'Athènes. Il y avait simplement 10% de la population qui était considérée comme étant libre. C'était une démocratie à la fois qui était pour les élites. C'est-à-dire qu'il fallait être, premièrement, avoir fait son service militaire de quelques années, entre 18 et 21 ans. Il fallait aussi être citoyen athénien. Au début, il fallait être né de père et de mère athénienne. Et en fin de compte, il fallait être un homme à la base. Donc, c'était quand même une démocratie très spécifique. Hein, c'était la naissance. Et on parlait des hommes libres à cette époque-là. On parlait de gens qui avaient du temps pour eux-mêmes, qui ne vaquaient pas, justement, ne s'occupaient pas de commerce, ni bien sûr de travailler la terre, etc. C'est des gens qui avaient du temps pour eux-mêmes. Donc, c'était réservé à une certaine aristocratie. On parlait bien sûr que ces gens-là avaient du temps pour, pratiquer certains sports, euh, mais surtout, ils avaient du temps pour réfléchir. Hein? On pense aux premiers philosophes ou d'accomplir des actions, des rôles politiques. Hein? Il y a une opposition entre le travail manuel, le travail du commerçant et le fait, euh, à l'époque, de s'occuper de tâches politiques. Donc, c'était le propre de l'individu. Bien sûr, tous étaient amenés à voter sur certaines questions, mais l'homme libre, c'est celui qui se consacre aussi à la politique. Donc, donc le terme scolaire, en général, nous amène, réfère aux gens qui ont du temps pour réfléchir, pour s'occuper d'eux-mêmes. Donc, on parle même chez Foucault, lorsqu'il parle des Spartiates, il nous dit qu'ils ont le temps de se soucier. Hein, étant donné que, même chez les Spartiates, il y a des formes d'esclavagisme, les nobles ont du temps pour se soucier d'eux-mêmes. OK? Donc, ça ouvre la porte à cela, la scolet aussi. Donc, s'éduquer, s'instruire, réfléchir, aller peut-être à des banquets aussi, où il y a de la musique, on peut discuter avec les compagnons, etc. Donc, c'est une forme, l'oisiveté au sens de la scolet, c'est se distancier de tout ce qui est tâches orientées vers la nécessité, les besoins, subvenir aux besoins naturels. OK? C'est la même chose avec le terme latin, grosso modo, otium, qui a donné plus tard, negocium, dont je vais vous parler tantôt. Donc, la notion équivalente à scolet, c'est otium. Okay? Donc, c'est la personne qui va être à l'opposé du négociant. Le négociant qui va être affairé, occupé, justement, à effectuer des rapports d'échange, de transactions, hein, commercer. Donc, réfléchir aux moyens dans le but de faire une certaine somme d'argent. On se rappellera l'épisode avec Thalès de Milet, qui se disait la philosophie sert à réfléchir sur les causes premières, sur les fondements de l'univers, mais malgré tout, Thalès nous disait, je sais que la philosophie peut être utile, mais je préfère vaquer à la réflexion sur les principes premiers, sur me concentrer sur une forme de métaphysique que de me servir de mon intelligence pour arriver à simplement user de raisons instrumentales pour faire certains profits. Et Thalès avait démontré à l'époque que l'intelligence philosophique servait à quelque chose, même si on l'accusait de ne pas regarder où il marchait, de tomber dans des trous, etc. Il y avait des rumeurs qui couraient à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que Thalès a acheté les pressoirs à huile d'olive, sachant, en étudiant bien sûr peut-être la température, les astres, pressentant
que ça allait être une bonne saison au niveau de la production des olives. Donc, il a fini par louer les pressoirs à olives et faire de l'argent en les louant à qui en avait besoin. Donc, il montrait que malgré le fait que ce qui est important, c'était de réfléchir sur les lois naturelles, sur les phénomènes naturels, le philosophe pouvait utiliser son intelligence pour arriver aussi à certaines fins. Mais ce n'est pas ce qui importait. Donc, quand on parle d'otium, on s'éloigne de la notion de négociation, de commerce, d'être très affairé, et ça présuppose d'avoir du temps pour soi. Okay? D'avoir du temps pour soi. Et là, certains, d'avoir du temps pour soi pour réfléchir, pour se cultiver. Mais actuellement, on sait que c'est pas toujours bien vu que de ne rien faire, que d'être inactif au sens d'être productif, travaillant, efficace, toujours occupé, toujours actif et affairé à réaliser des projets multiples. Donc, la notion d'oisiveté peut avoir, dans une perspective moderne, et Bertrand Russell, en 1932, dans son texte « L'éloge de l'oisiveté », décrit, en fin de compte, entre autres, que c'est mal perçu le fait d'avoir du temps pour soi et de ne rien faire. Mais lui, il suggère qu'on diminue justement le temps de travail pour qu'on puisse sortir d'une forme de mécanicité, d'une forme d'aliénation axée sur le travail. Puis on sait qu'à certaines époques, avant que les lois sur le travail soient votées, il y en a qui travaillaient 12 heures, 16 heures par jour, même les enfants, etc. Donc Russell, en 1932, dit qu'on a besoin du temps pour réfléchir, faire autre chose que travailler et se cultiver avec des loisirs, mais qui sont édifiants. On se rappellera un peu John Stuart Mill, le père du conséquentialisme en éthique, aussi qui a écrit un traité sur la liberté. On se rappellera que Mill, quand il parle des plaisirs dans sa vision hédoniste au niveau de l'éthique, fait référence à des plaisirs aussi qui concernent l'intelligence, le spirituel et le psychologique. Donc, si on a plus de temps pour nous-mêmes, on peut prendre le temps pour s'instruire, pour pratiquer un instrument de musique, pour aller au musée, pour voir des films d'auteurs, aller faire des promenades contemplatives dans des beaux lieux naturels, etc. Et à la fois même, en même temps, connecter, être en connexion avec la nature, être en résonance avec la nature et s'inspirer, être en contact avec les éléments, mais à la fois être en contact avec la culture. Donc, qui dit oisiveté, cela peut être aussi très inspirant, comme certains créateurs font l'éloge de l'oisiveté dans le sens de l'oisiveté créatrice. Donc, on a besoin de flâner, de rien faire, de se détendre, de rêvasser, de se détacher des obligations du quotidien et de nos rendez-vous respectifs. Et finalement, de pouvoir, comme disait Montaigne, de jouir loyalement de son être. OK? Ça nous mène à ça. Donc, je vais vous demander maintenant de quelle manière pratiquez-vous l'oisiveté. OK? Donc, quand vous avez du temps pour vous-même, quand vous faites en sorte d'arrêter aussi le temps, que vous vous distanciez des occupations nécessaires du quotidien, de quelle manière, comment pratiquez-vous l'oisiveté? Le fait de goûter à une forme de paix, de repos, de tranquillité, de baigner dans cet état qui vous permet, entre autres, aussi de lire, d'écouter de la musique, de rêvasser. Quels sont vos moyens
de pratiquer l'oisiveté. Comment pratiquez-vous l'oisiveté? J'aimerais ça lire certains exemples et je vais aussi établir des commentaires. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire dans le clavardage. Donc, Jazzy nous dit que décider de diminuer son travail, donc 4 jours semaine ou quoi que ce soit, c'est difficile de ne pas se sentir coupable face à ceux qui savent faire. C'est peut-être aussi difficile, justement, de prendre cette décision-là, de se donner du temps. On a une conférence là-dessus, vous pourrez aller l'écouter, de prendre du temps pour soi. Si d'un côté, les hommes d'affaires vont nous dire le temps, c'est de l'argent, qu'il est important de se lever tôt, qu'il est important de ne pas perdre son temps. L'oisif, créateur ou créatrice vont nous dire, ben, la richesse, c'est de disposer du temps à sa guise. Hein, pour justement s'éloigner des considérations concrètes. Hein? Donc, certains philosophes ont soutenu une thèse qui était la suivante, la thèse de l'autarcie. Donc, moins j'ai de besoins, moins j'ai de désirs non essentiels et non naturels, plus cela me permet, en fin de compte, d'apprécier ce que j'ai, okay? Donc de vivre d'une manière frugale, de vivre avec peu de besoins, va nous permettre de quitter la sphère de l'acquisition des biens, du luxe, pour pouvoir vraiment goûter à la richesse qu'est de disposer du temps. Bien sûr, il nous faut vivre de manière agréable, mais la grande richesse pour l'oisif créateur ou l'oisif créatrice, hein, la personne qui pratique l'oisiveté créatrice, c'est le temps, bien sûr. Donc, je vais y aller, il y a des petits commentaires ici. Nicole nous dit qu'elle pratique lorsqu'elle dispose du temps. Et c'est souvent le cas pour les retraités qui ont beaucoup de temps, qui sont quand même souvent capables de vivre de manière agréable, avec un certain confort. Donc, la lecture, la marche. Martin nous dit qu'il fait un feu dans les bois, il écoute de la musique, il va grimper au sommet d'un gros pin pour écouter les oiseaux passer. Donc, de quelle manière, lorsque vous disposez du temps pour vous, de quelle manière cultivez-vous votre être? Et c'est la thèse de Schopenhauer dans Aphorismes sur la sagesse dans la vie, tiré de son livre Parerga Paralipomena, donc son deuxième livre d'importance après Le monde comme volonté et représentation. Schopenhauer nous dit que le bonheur ne repose pas sur l'avoir ni l'argent, mais le bonheur repose sur le fait de prendre soin de cultiver sa personnalité. Bref, de trouver des occupations qui sont en lien avec son tempérament et sa personnalité profonde. Certes, on sait qu'il y a des gens qui sont davantage actifs, qui aiment faire des affaires, mais là, Schopenhauer, lui, est plutôt du type contemplatif et aime lire les classiques et se cultiver. Et bien sûr, d'avoir une certaine, de cultiver une certaine citadelle intérieure où il prend du temps pour lui-même pour jouer de la flûte, lire, faire des promenades, etc. Izu nous dit qu'elle prend des bains dans la nature pour faire refaire le plein d'énergie. La lecture, l'écriture. Hein. Certains vont prendre aussi des bains d'1 heure, etc. Prendre une douche, relaxer dans un lac ou aller au spa pour décrocher, bien sûr, de nos occupations,
du fait que nous sommes affairés au quotidien à répondre à toutes sortes de problèmes, à régler toutes sortes de problèmes et à aller à des rendez-vous, s'occuper des tâches quotidiennes. Mélanie nous dit qu'elle contemple de l'art, donc des toiles, des peintures, découvrir de la nouvelle musique et apprendre sur différents sujets. Donc, la vraie richesse de la personne qui pratique l'oisiveté créatrice, c'est le temps, de disposer du temps, de se permettre ce temps-là, de se donner du temps. Hein, certains vont pratiquer, certains sont retraités, mais d'autres vont y aller pour une semaine de 4 jours de travail ou de 3 jours pour avoir du temps, de l'espace, créer de l'espace et justement vaquer à se délasser de plusieurs manières. La lecture, la musique, le cinéma, l'écriture, etc. Mais aussi penser, rêver. Hein? Mais c'est mal vu pour ceux qui perçoivent l'oisiveté comme étant une forme de paresse, de non-agir improductif. Hein? On a aussi le camp de ceux qui vont dire qu'il y a des paresseux parmi les pratiquants de l'oisiveté. Ces gens-là sont pas performants, pas efficaces, improductifs. À une autre époque, on les appelait peut-être les hippies, hein? Les gens qui vivaient de la bohème, les artistes, qui veulent être davantage, ressentir la force de l'organicité du monde. Hein? Même Sioran, qui se refusait d'être un philosophe scolastique, se déclarait philosophe du cosmos, hein, où il se promenait à Paris en vélo. C'est des gens qui vont quitter le domaine, ces artistes-là, ces penseurs, ces rêveurs vont quitter la sphère de la vitesse, de la mécanique, de la productivité. Et oui, Jazzy nous dit que c'est aussi bon de pratiquer la sieste, hein, le yoga, se coucher au sol dans la position de Savasana. Et Suzette dit qu'elle écoute les conférences de causerie philosophique. Ça lui fait du bien. Donc voilà, on peut prendre le temps d'écouter aussi des balados, des conférences. On voit que la nature humaine a besoin de nourriture artistique, spirituelle, intellectuelle. J'ai écouté quelques balados sur Ucel, sur France Culture, avec Clément Rosset qui nous parlait un spécial dédié à Clément Rosset. Voilà. Donc, on dirait, j'espère que vous m'entendez bien, les amis. Est-ce que, dites-moi aussi si vous me voyez bien, si le rythme de mon débit est correct. Je vous pose quelques questions ici parce que je voulais m'en assurer. Donc, le fait aussi de prendre une douche, de prendre un bain, est une forme de purification ou de coupure avec ce que nous faisions avant durant la journée. C'est comme un rituel de transformation. Donc, dites-moi si l'image est bonne, le son est bon, le débit est parfait, OK? Parce que moi, ici, on dirait que c'est un peu plus lent de mon côté. Donc, c'est un terme, oisivité, qui vient du 12e siècle, terme latin, qui réfère à des gens qui sont sans occupation. Mais là, on parle toujours des gens qui vont se... L'osium crée une séparation avec le travail. Okay? Sans occupation en lien avec le travail, en lien avec les obligations, mais avec des occupations autres. Ça réfère aussi au fait de ne rien faire, quelqu'un qui ne veut rien de précis dans un sens peut-être d'atteindre des buts. Hein. On fait référence ici à la raison instrumentale où on cherche des moyens pour atteindre certaines fins. On a notre Paul Fargue en 1880, donc si vous voulez lire un petit livre qui veut réduire la semaine de travail à 3 jours peut-être, et qui évoque le droit à la paresse. On a notre texte de Russell, 1932, qui parle aussi de l'éloge de l'oisiveté qui est à lire. Donc j'ai lu Fargue, ça fait très longtemps que j'ai lu ce texte.
qui est dans la collection Mille et une nuits. Et le Russell, très intéressant, 1932, hein, Bertrand Russell, un logicien de la tradition logique et empirique, qui parlait des Sandidata au début du siècle, qui a une vie assez rocambolesque quand même. Donc, 1932, aux éditions Alias, si ça vous intéresse, allez chercher ça. Donc, loisirs, mais loisirs de l'esprit, disposer de temps pour soi, pour se cultiver, hein, pour et là, c'est là qu'on voit que notre être a besoin justement de se nourrir, mais pas simplement de nourriture dite strictement terrestre, mais de nourriture de d'autres ordres, hein. On se rend compte dans le contexte de pandémie que nous avons besoin d'échanges nourrissants, de remise en question, mais aussi de se nourrir au niveau de, entre guillemets, de l'âme, hein? Donc, d'écouter des concerts, d'écouter de la musique, des films qui sont de la nourriture pour notre être. Nietzsche disait dans une phrase célèbre, écoutez, celle-là est assez intéressante, celui ou celle qui ne dispose pas de 2 tiers de sa journée pour lui-même, hein, est considéré comme étant un esclave. Mais là, quand on parle du 2 tiers de la journée pour lui-même, en fin de compte, si on dit qu'on dort 8 heures, il nous reste 16 heures. Donc, un individu vraiment libre devrait, pour Nietzsche, d'une manière idéale, disposer d'avoir du temps pour soi, pour faire, d'aller vers ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Et là, il ne s'agit plus du travail, comme nous dira Aristote, hein? Celui qui fait ce qu'il aime et aime ce qu'il fait, la journée durant, en grande majorité, n'a peut-être plus besoin de vacances, au sens de grosses coupures, hein, de partir pour s'extraire de, de ses tâches quotidiennes liées à une profession. Car celui qui est dans sa vocation, ou celle qui est dans sa vocation, n'a peut-être plus vraiment besoin, oui, peut-être de certains repos, certaines distanciations, délassement, mais pas de vacances comme étant une coupure. Hein? Il y aurait le travail et les vacances. Jazzy nous pose la question suivante. Que faites-vous quand vous ne faites rien? Très bonne, hein? C'est un koan zen. Peut-on répondre je suis? Mais pourquoi pas, en effet? Hein? Que faites-vous quand vous ne faites rien? C'était aussi, ça me faisait penser à un koan qui disait lorsque vous avez atteint le sommet, vers où allez-vous par la suite? Hein? Ça nous fait réfléchir. Donc, très bonne question de Jazzy. Que faites-vous quand vous ne faites rien? On sait que la notion, elle est très présente dans le taoïsme, la notion de non-agir. Hein? Il y a quand même un dynamisme dans notre être, même lorsque nous sommes inactifs. Hein? La vie vibre en nous, les pensées émergent. Souvent, on croit que pour être créatif, il faut toujours être discipliné, s'affairer, etc., avoir des projets, des objectifs, mais aussi se laisser être, baigner dans son être et de suivre l'élan, hein, l'élan que nous inspire la journée, hein, la vie qui nous traverse, on suit l'élan de la vie qui nous traverse, et peut-être nous devrions peut-être porter écoute à ce rythme-là, euh, à ce ton que nous offre la vie, hein, aussi la vie le cycle des saisons. Laissons-nous toucher. Oui, Micheline, l'oisiveté est associée à la paresse pour certains. J'en ai parlé tantôt, au fait de ne rien faire, d'être improductif, mais nous le voyons dans un mode créatif. Nikki nous dit que l'oisiveté veut faire du bien au corps et à l'esprit. Donc, c'est comme un repos. Hein? On peut parler de sieste, de détente, de repos.
Hein? Moi, souvent, je suis couché sur mon fauteuil, un genre de fauteuil de psychanalyste, et je me détends, je rêvasse, j'écoute de la musique, je lis, je m'informe, j'écoute des conférences. Donc, de se coucher aussi, c'est de faire la sieste, de se détendre. On a besoin du repos pour pouvoir ensuite passer à l'action de manière, dans le sens de ce qui nous inspire, de ce qui nous fait vibrer. Donc, j'aimerais ça vous lire de quelle manière pratiquez-vous l'oisiveté créatrice. N'hésitez pas à énoncer vos commentaires et à poser des questions comme si ça vous intéresse concernant notre sujet. Donc, les amis, je vous rappelle qu'on est dans les conférences bimensuelles, causeries philosophiques de l'OVS. Remerciements à Sybilla S qui nous soutient dans nos cafés philo depuis de nombreuses années. Les cafés philo sont, en fin de compte, sont possibles grâce à le soutien de Sybilla S qui encourage les arts et les activités, entre autres, chez les aînés, parce que nos conférences, hein, faites circuler cette vidéo, c'est pour les gens de 55 ans et plus, les gens qui sont à la retraite, qui ont du temps pour eux, ou qui veulent réfléchir de manière philosophique. Donc, on a 2 rencontres mensuelles. Je vais vous rappeler, on aura 2 rencontres au mois de mars. Le 4 mars, nous nous demanderons qu'est-ce que l'amitié sincère ou qu'est-ce que l'amitié profonde? Quelles sont les caractéristiques d'une amitié profonde? Ça sera le 4 mars. Et un peu plus tard, le 18 mars, donc en février, en mars, on est dans les mêmes dates, le 4 et le 18, à 13 heures, toujours sur ma page Mathieu Martel, philosophe, ou sinon sur la page de l'Observatoire Vieillissement et Société. Ça va paraître. Je remercie Iman de, bien sûr, de s'occuper de mettre la vidéo sur la page. Et nous traiterons des différents types de jugements en philosophie le 18 mars. Nos rencontres vont se poursuivre, en tout cas à date, je pense, jusqu'au mois de juin, au début juin. On reviendra possiblement, sûrement, à l'automne, donc à la fin de l'été, au mois d'août. Ça sera, en tout cas, jusqu'en juin, ça devrait être en ligne sur mon site Mathieu Martel Philosophe. Alors, on a une question ici de Jazzé. Faut-il aller à son propre rythme ou s'exposer au stress pour s'endurcir? Dans la perspective de l'oisiveté créatrice, il faut être conforme à sa manière d'être. OK? C'est pour ça qu'il faut se poser des questions philosophiques. Quel est mon genre de vie que je veux vivre, le genre de vie qui me correspond, qui correspond à mon être? C'est vous qui avez les réponses. Certes, s'exposer au stress pour s'endurcir, ça sera peut-être le but des gens qui sont dans l'armée, qui pratiquent le scoutisme ou la survie en forêt. Mais si vous êtes inspiré à faire cela, allez-y. Sinon, demandez-vous de quelle est la manière qui me rend de vivre, qui me rend le plus en vie, heureux, heureuse. Suzette nous dit que l'oisiveté nous permet de voir les choses d'une autre perspective. Oui, quand on arrête le temps, c'est bien de sortir du temps, de cesser de regarder sa montre, son calendrier, son agenda, pour se laisser porter, hein, de sortir de cette forme de temporalisation auquel nous participons souvent, de vivre dans une perspective, comme disait Spinoza, subspecie aeternitatis, d'un point de vue de l'éternel. Donc, attentif, conscient, au moment présent, à l'instant. Voilà. Isabelle nous dit que ne rien faire peut devenir anxiogène et pour d'autres, c'est le contraire. Bon, ceux qui ont de l'anxiété, peut-être les inviter à pratiquer un peu de méditation, pratiquer la posture Savasana de yoga, relaxer dans un bain, se détendre, aller faire aussi des bains froids dans les spas, etc. Moi, pratiquer un instrument de musique, c'est très contemplatif. C'est une forme d'oisiveté créatrice. Hein?
je discutais avec une bassiste hier qui me disait tu dois progresser. Écoutez, j'ai eu toutes sortes de discours. L'important, c'est la progression. Et un de mes amis me dit l'important, c'est de te soumettre au métronome. Hein. Et on oublie l'amour de la relation avec l'instrument et la musique et la vibration. On oublie justement dans la perspective de l'oisiveté de faire les choses par amour, par plaisir, par goût et décrocher hein, des fameux objectifs, des buts, des projets, tout le temps l'hyper-performance. Donc, je m'entretenais avec une bassiste qui, 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 qui me mettait de la pression, que je devais trouver mon style, hein? Je devais euh, euh, constater mon progrès, puis absolument me concentrer sur une forme de définition de moi-même. Alors que dans la perspective, on peut écrire, je connais des gens qui ont écrit des poèmes durant la pandémie, un poème par jour, hein, pour être en contact avec le beau, mais ce n'était pas forcé. Donc, dans la perspective de l'oisiveté créatrice, toute forme d'effort est synonyme d'erreur. Toute forme de, de, de résistance, hein? Persévérer dans la résistance, voilà peut-être une erreur que nous accomplissons. Pourquoi ne pas pratiquer le laisser-être, l'abandon, d'y aller avec le flot du ressenti pour justement pratiquer nos passions avec inutilité. Hein? Chérir l'inutilité, c'est-à-dire, au sens grec, d'accomplir une action pour elle-même, en elle-même, connaître pour connaître, le bonheur dans l'acte même et aussi dans la détente, sans se juger, sans se condamner et sans tout le temps être dans une perspective d'atteinte d'objectifs, hein, à court, à moyen, à long terme. Notre être nous guidera vers certaines réalisations. Vous avez envie de peindre, peignez. Vous avez envie de jouer de la musique, jouez de la musique. Vous avez le goût de vous imposer des structures. Vous avez un goût profond pour être encadré. Allez-y. Mais il faut avoir le goût, l'appel. Hein? On n'est pas là pour s'imposer des structures parce que c'est supposément ce qu'il faut faire. Hein? On en a ciré du fait de toujours être dans une perspective éthique liée aux devoirs et aux obligations. Donc, l'oisiveté créatrice, c'est délaisser justement toute forme de meurtrissure de l'âme, de l'être. Et si vous passez à Paris, hein, vous irez à cette institution fondée par François Ier en 1530, le Collège de France, où les chercheurs est-ce qu'ils sont nommés ou ils sont nommés à vie, hein, donc à des chaires de recherche où ils présentent leurs recherches. Ils sont sûrement aussi payés pour cela. Ils ont peut-être des bourses, je ne suis pas au courant. Mais pourquoi le Collège de France? Parce que là-bas, on peut assister à des conférences, des recherches de pointe dans plusieurs domaines du savoir. Vous irez voir la devise du Collège de France, hein, je pense que c'est la connaissance sur tous les sujets. Et il n'y a pas de diplôme émis au Collège de France, donc on va aller écouter des conférences, prendre des notes. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de notes. Et on va écouter, c'est ouvert à tous et à toutes. Et on peut aller écouter les conférences philosophiques en biologie. Allez voir, il y a même des cours, vous pouvez écouter des conférences inaugurales qui sont même publiées en petit opuscule. Et allez sur le site du Collège de France,
qui est au 5e arrondissement, dans le quartier latin. Et vous allez pouvoir écouter des conférences sur plein de sujets variés, des chercheurs en géographie, en anthropologie, en biologie, en sciences. On se rappellera bien sûr en philosophie qui ont eu des chaires. En ce moment, la chaire de philosophie continentale, pas continentale, mais analytique, c'est Mme Tiercelin. Il y a eu Jacques Bouvresse, un spécialiste de Wittgenstein. On a eu bien sûr Pierre Hadot, un grand traducteur, commentateur des textes de philosophie antique. Michel Foucault, avec ses cours au Collège de France, qui nous a quittés dans les années 80. Allez voir les conférences disponibles, vous pouvez les écouter. J'en ai écouté même sur France Culture. C'est merveilleux d'écouter des chercheurs. Donc, la gratuité, revenons-en à la gratuité. J'ai mis une belle citation de Marcel Conche qui parle de Pyrrhon d'Hélice, le sceptique grec, qui nous dit que c'est la vie est pure gratuité, cessez de tout rationaliser. Et je vous dis, justement, pratiquez l'oisiveté créatrice. Donc, goûtez à ce qui vous passionne. Goûtez avec plaisir, avec goût, à ce qui vous inspire. Et aussi peut-être d'accomplir les choses par gratuité. De s'adonner à certaines pratiques par goût, par élan, par gratuité. Faire ce choix de vie, est-ce que ça veut dire accepter ou d'assumer d'être pauvre? Est-ce qu'il y a un prix à payer pour cela? Non, je ne dis pas qu'il faut cesser de travailler, qu'il faut tout abandonner et de vivre dans l'itinérance. Non, je dis que si on diminue nos besoins, nos désirs non essentiels et non naturels, et qu'on se donne des espaces de temps pour prendre soin de son être, se cultiver, s'enrichir au niveau de l'esprit, pratiquer des activités harmonieuses en lien avec notre être, là, on aura peut-être plus de gratitude envers la vie, on sera davantage comblé. Mais la reconnaissance par les pairs, cher Jazzé, il faut oublier ça. Donc, la reconnaissance par les pairs, ce sont des motivations extrinsèques. Et l'important, c'est peut-être de se découvrir, d'apprendre à s'aimer, à cultiver ce qui nous élève intérieurement. À quelle source, à quel genre d'amour décidez-vous de vous alimenter, nous dirait Spinoza. Quels sont les objets d'amour qui nourrissent votre être? Et à force de nourrir cela, on est davantage heureux et on peut davantage, faire ressentir ce bonheur-là aux autres lorsqu'on est dans son domaine, dans son élément, en harmonie avec notre être. Les amis, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma petite rencontre sur l'oisiveté créatrice. Simplement pour vous dire qu'on a une super rencontre. Le 27, samedi, un atelier, s'éveiller à son être. Allez voir ma petite annonce. C'est sur Zoom, de 13h à 15h, fin du mois de février, un samedi. Si ça vous intéresse, allez voir ça. C'est mon 3e atelier que je fais. Et on a déjà fait une sur les relations, sur la transformation de soi, là, sur l'éveil à son être. Allez voir le petit résumé. Sinon, j'ai Suzette qui nous parle qu'à la cour de Louis XVI, la noblesse, oui, bien sûr, les aristocrates, les nobles, oisifs, tenaient salon, bien sûr, où il y avait des écrivains, des politiciens, des musiciens. Chez les Grecs, on a la forme du banquet. Allez lire le banquet de Platon. Formidable texte où il y a des danseuses, des femmes qui récitent de la poésie. Le banquet chez les Grecs, c'est une institution.
Et oui, je ne vais pas parler des aristocrates en fin de compte, hein, le fait de s'éloigner de la vision commerçante du monde, de la vision des travailleurs, des gens affairés. Mais bien sûr, chacun selon sa nature profonde. On se rappellera, chez les Grecs, les genres de vie variés. Hein, la vie qui est basée sur l'action, la réflexion et la contemplation, la vie de commerçant, la vie de travail, hein, des ouvriers, et qui aussi la vie de jouissance et de recherche d'émotions fortes. Donc, sur ce, les amis, merci d'avoir été présents à ce Café Philo, causerie philosophique de l'OVS. On se revoit dans un petit atelier du samedi, si ça vous intéresse, allez voir ça, 27 février, sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Sinon, dans le cadre de l'OVS, le 4 mars, nous allons parler de l'amitié et le 18 mars des jugements variés au niveau philosophique. N'hésitez pas à aller écouter les vidéos de nos anciennes rencontres sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Remerciements à Iman pour s'être occupé du partage de la vidéo et des bénévoles de l'OVS. Salutations à tous et à toutes. Donc, à bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Et vous pouvez aller voir sur ma page. Il y a mes livres disponibles également si ça vous tente de vous en procurer. Écrivez-moi. Portez-vous bien. Bon jeudi. On se revoit le 4 mars durant la semaine de relâche et d'études. Hein, la semaine de relâche, la semaine de congé du mois de mars. Bonne fin de journée à tout le monde. Prenez soin de vous. Promenez-vous dehors et pratiquez, bien sûr. Prenez soin de vous à travers les pratiques liées à l'oisiveté créatrice. Bye bye tout le monde. Ciao.